Bonjour à tous, c'est JP, éducateur canin chez Comme ton ombre. Si tu as un chien, prépare-toi. Le monde de l'éducation canine est en pleine ébullition. Pourquoi? Tout simplement parce que le 19 juin 2025, un arrêté ministériel est venu tout chambouler. Et crois-moi, ça ne va pas passer inaperçu. Tu veux savoir ce que ça change pour toi et ton chien? Alors, reste bien avec moi, on va analyser tout ça ensemble. Au programme de cette vidéo, ce que tu n'as plus le droit de faire pour éduquer ton chien. Qui a pris ces décisions et sur quel fondement? Ces arguments tiennent-ils la route ou sont-ils complètement à côté de la plaque? Et surtout, est-ce une vraie avancée pour le bien-être de nos chiens ou juste une manœuvre politique discutable? Je te dis tout sans filtre et sans langue de bois. Pas besoin d'avoir fait bac+10 pour comprendre. Je vais te l'expliquer simplement à l'aide d'exemples concrets. Et surtout, je vais te donner un vrai super pouvoir, celui de ne plus te faire balader. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui est désormais interdit? Sans grande surprise, dans un premier temps, cet arrêté permet d'abord de généraliser l'interdiction des colliers électriques, des colliers à pointe et des colliers étrangleurs ou lasso, des colliers sans boucle d'arrêt. Dans un second temps, il interdit également toutes les méthodes verbales ou gestuelles qui pourraient provoquer souffrance, peur ou stress. Tu n'as plus le droit d'utiliser les saccades sur le collier, les cris ou la punition par isolement prolongé. Les actes comme coucher le chien de force sur le dos ou le secouer par la peau du cou sont également interdits. Tout comme l'utilisation des harnais coercitifs, autrement dit les licoles ou les harnais anti-traction pour empêcher ton chien de tirer en laisse. Mais attention, cela ne s'arrête pas là. Désormais, l'utilisation de la bouteille d'eau, de la canette avec des cailloux ou des sprays à air, ainsi que l'usage des dispositifs sonores et vibrants, jusque-là utilisés pour corriger un comportement, sont considérés comme des stimuli sensoriels agressifs. Oui, tu as bien entendu, agressifs. Leur usage est donc maintenant interdit. On peut légitimement se poser la question suivante. Si un bruit, un coup d'air ou un coup d'eau sur la truffe est considéré comme quelque chose d'agressif, quelle sera la prochaine étape? Pourras-tu laisser tes enfants s'amuser avec des pistolets à eau, des hochets ou des crécelles en présence de ton chien? Pourras-tu passer l'aspirateur, te rafraîchir avec un ventilateur, entretenir tes plantes ou pire, oser te brumiser le visage devant lui? Pourras-tu encore mettre de la chantilly sur tes fraises ou te décapsuler une bière sans lui créer un traumatisme? Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'abus? Est-ce qu'on ne va pas un peu trop loin? Bref, peux-tu vivre avec ton chien sans te rendre fou? Pour en être sûr, nous avons déclenché un conseil de famille et nous avons décidé ensemble de tester tout cela par nous-mêmes comme le font les scientifiques. Et tu risques d'être soulagé par les résultats. Tu vas pouvoir observer par toi-même les réactions d'une vingtaine de chiens face à 3 stimuli. Le bruit d'une canette remplie de cailloux, un souffle d'air soudain et une projection d'eau sur la truffe. Comme dans les études scientifiques, pour déterminer le niveau de stress des chiens, nous avons porté une attention particulière au point suivant. Les bâillements, les allaitements, en dehors de ceux de l'excitation, les signes de fuite, les postures abaissées ou recroquevillées, les évitements du regard, les détournements de tête, les léchages de truffes rapides et répétés. Allez, c'est parti! Premier test, la canette et les cailloux. Avant de démarrer le test, nous prenons soin de vérifier les comportements de départ, comme point de comparaison. Pour cela, j'agite un baril vide. Puis un baril avec des cailloux. Deuxième test, de l'eau sur la truffe. Au début, j'amène un tuyau pour vérifier les comportements de départ comme point de comparaison. Puis, j'arrose les truffes. Troisième test, un coup d'air sur la truffe. Au début, j'amène un compresseur d'air gonflé à 6 bars afin de vérifier les comportements de départ comme point de comparaison. Puis c'est parti, j'en mets sur les petites truffes.
Tu viens de le constater de tes propres yeux. L'utilisation de ces objets ne génère pas de stress chez ces chiens. Bien au contraire, ces situations semblent les amuser. Tout ce que tu viens de voir est réalisé sans trucage. Pourtant, tu viens de tomber dans un piège et j'en suis sincèrement désolé. Je vais te démontrer qu'entre ce que l'on peut voir et les conclusions que l'on peut en faire, il existe de très nombreux pièges. C'est peut-être ce qui s'est produit avec les arguments avancés pour justifier cette décision ministérielle. C'est ce que nous allons vérifier. Cet arrêté est le fruit d'un travail collectif mené par des associations, des professionnels et des parlementaires. Corinne Vignon, vice-présidente du groupe d'études dédié au bien-être animal à l'Assemblée nationale, a joué un rôle moteur, notamment à travers sa proposition de loi nommée PPL 577, qui a contribué à faire évoluer les mentalités et à préparer le terrain réglementaire. D'ailleurs, sur son site internet, il est clairement indiqué qu'elle souhaitait mettre fin à certaines méthodes de dressage, selon elle, contestées par des experts du secteur. Pourtant, comme le montre ce sondage effectué par l'Institut Harris Interactive à la demande de PMI Science, dont le lien est en description, les Français pensent à 55% que les études scientifiques qui sont publiées en France sont plutôt orientées. Mais ils accordent une confiance assez large, on parle de 91% de confiance dans la science. Ce qui est un peu paradoxal. Et toujours d'après ce sondage, les responsables politiques font partie des acteurs perçus comme les moins crédibles lorsqu'ils se réfèrent aux études scientifiques. Ce qui va nous amener à nous intéresser aux expertises que Corinne Vignon aurait probablement utilisées. Quelles sont les expertises dont elle parle ? Le premier élément est un communiqué signé de 4 organismes de formation d'éducateurs canins. Ce document, que tu trouveras en lien dans la description, contient 6 études dans le corps du texte et 17 études en annexe, pour un total de 23 études scientifiques. Le deuxième élément est le rapport commandé auprès d'un organisme public rattaché au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le CNRBEA, le Centre national de référence pour le bien-être animal. C'est une expertise fondée principalement sur 2 enquêtes, sous forme de questionnaires diffusés entre février et mars 2022. La première enquête auprès de 364 professionnels de l'éducation canine. Et crois-moi, on va en parler plus loin car j'ai trouvé une pépite. La seconde enquête auprès de 322 propriétaires de chiens. Tu l'as compris, cet arrêté se veut basé sur la science, ce qui est très pratique pour faciliter son acceptation. Comme le démontre ce sondage, la science semblerait compliquée à comprendre par une très large partie de la population. Elle serait presque réservée à une élite si on en croit ce document. La vérité, c'est surtout qu'on ne souhaite pas vous l'expliquer. C'est très précisément là qu'une forme de soumission cognitive et intellectuelle d'une partie de la population se gagne, la télévision jouant également un rôle important dans l'inconscient collectif. Pourquoi ? Quand on pense recherche scientifique, on imagine tous des labos futuristes dignes des films d'Hollywood, des chercheurs chevronnés à qui on peut entièrement se fier pour faire des découvertes qui feront avancer le monde. Mais dans le domaine du comportement canin, la réalité est bien plus terre à terre. Ce sont souvent de jeunes étudiants qui mènent les expériences, tandis que leurs professeurs signent les études. Et si tu pensais que le sérieux est toujours au rendez-vous, eh bien, sors plutôt des mouchoirs. Pour être crédible, une étude scientifique doit répondre à certaines conditions. La première, et de loin la plus importante, c'est l'échantillon, c'est le cœur de l'étude. La détermination de la taille de l'échantillon nécessaire est une règle de base en méthodologie scientifique, qui s'applique à toutes les sciences. Un échantillon, c'est la quantité minimale de chiens que l'on doit étudier pour pouvoir dire comment tous les chiens de la planète vont réagir face à une situation donnée. Pour déterminer la taille d'un échantillon, c'est extrêmement simple. Il suffit d'utiliser cette formule. Mais pour éviter les maux de tête et les sueurs froides, on va utiliser un outil magique, le calculateur d'échantillons. Tu peux le tester toi-même depuis chez toi. Pour cela, tu trouveras un lien dans la description. Pour calculer l'échantillon nécessaire, on va le faire avec le nombre de chiens en France.
Il y a un peu plus de 8 millions de chiens identifiés. Avec une marge d'erreur de 5% et un indice de confiance de 95%, il faut un échantillon de 385 chiens pour réaliser une étude scientifique avec un minimum de crédibilité. Étudier un groupe trop petit de chiens, c'est aussi stupide que de goûter une simple grappe de raisin pour déterminer si les vins de toutes les régions vont être bons cette année. Cela n'a aucun sens. Dans les 3 tests que nous avons réalisés, il n'y a qu'une quinzaine de chiens. On ne peut donc pas en faire une vérité absolue. Même si tu peux constater, en regardant ce tableau, que c'est bien plus que dans certaines études citées dans le communiqué. Une seule possède un échantillon supérieur ou égal à 385 chiens, celle de Guy et Hall de 2001. Même si les études de Blackwell et de Ibi sont proches, elles ne sont pas conformes d'un point de vue échantillonnage. Mais nous reparlerons d'elles un peu plus loin. Pourquoi, dans ce cas, utiliser de si petits échantillons pour faire une étude scientifique? Former l'échantillon de départ dans une thèse comportementale canine, c'est un vrai défi logistique. Étudier le comportement des chiens prend énormément de temps. Pour une thèse d'une durée totale de 3 ans, les étudiants ne disposent que de 3 à 9 mois maximum pour recruter les chiens avant de démarrer l'expérimentation. Faute de temps, ils se tournent souvent vers les mêmes refuges, les mêmes clubs, les mêmes chiens, déjà identifiés dans les registres universitaires. Et donc, ils réalisent leurs tests sur des chiens déjà bien habitués aux expériences. Alors, il ne faut pas jeter la pierre pour autant. Mais, à l'inverse, ce n'est pas une raison non plus pour croire que les expériences, parce qu'elles sont scientifiques, établissent forcément une vérité. Passons maintenant au deuxième critère, la présence ou l'absence d'un comité de lecture. Un comité de lecture, c'est comme un point de contrôle, où l'on vérifie s'il y a des éléments perturbateurs non repérés ou des résultats orientés. Certaines publications contournent ce contrôle, il suffit de payer, et elles arrivent directement sur le marché des idées, sans filtre, sans frein et parfois sans fond. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur certaines plateformes internet, comme par exemple sur HAL. Il n'y a pas besoin d'être chercheur officiel, il suffit de créer un compte. C'est une plateforme très utilisée dans les milieux académiques. Elle a donc une bonne visibilité. Ou sur la plateforme de portée internationale Zenodo. Pour te donner un exemple, si j'avais soumis mes expériences à un comité de lecture, ce comité m'aurait signalé que comme j'ai utilisé des Golden Retriever et que de par leur race ils adorent l'eau, utiliser une bouteille pour les punir ne fonctionne pas de la même façon pour eux que pour les autres chiens. Du coup, mes résultats ne peuvent pas s'appliquer à tous les chiens. Une étude validée par des pairs, ce n'est pas une garantie absolue, mais ça protège contre beaucoup de dérives. Et c'est donc un bon début. La randomisation, c'est le cœur de l'étude. La randomisation, dit comme ça, on dirait une technique de magie Pokémon. Mais non, en science, c'est juste une méthode hyper maligne pour éviter de tricher sans le vouloir. Pour comprendre comment on peut tricher sans le vouloir, prenons un exemple. Les chercheurs veulent mesurer si la laisse a un impact négatif sur la sociabilité du chien vis-à-vis des humains ou des congénères. À cette occasion, des bénévoles sont réunis et se portent volontaires pour intégrer selon leur choix, soit un groupe A, dont les chiens participants seront promenés uniquement en laisse, soit un groupe B, dont les chiens participants seront sortis en totale liberté dans un parc sécurisé réservé à cet effet, les chiens étant soumis à cette routine pendant les 3 mois qui précèdent l'évaluation. Les mesures et les conclusions de cette expérience montrent que les chiens en laisse sont beaucoup moins sociables que les chiens qui ont évolué en liberté. La laisse est donc coupable d'influencer négativement leur comportement. Eh bien, encore une fois, cette conclusion est fausse, c'était un piège. Souviens-toi, au début de l'expérience, les bénévoles ont choisi leur groupe. S'il y avait parmi elles des personnes dont le chien n'obéissait pas bien quand il est détaché, qui étaient déjà peureux ou pas très cool avec les autres chiens ou les humains, elles ont probablement choisi le groupe des chiens en laisse. De la même façon, s'il y avait des personnes dont le chien était obéissant et cool avec tout le monde, elles se sont sûrement portées volontaires pour intégrer le groupe B, qui peut également être le groupe le plus proche de leur façon de vivre au quotidien. Ce qui, tu l'as compris, fausse carrément les résultats de l'expérience. La solution pour éviter cela? La randomisation. Attention, c'est une méthode super high-tech et très coûteuse. Les chiens sont répartis dans les groupes par tirage au sort et non pas en fonction des préférences du propriétaire. Chaque groupe contient alors un mélange de chiens sociables et moins sociables.
Si le groupe de chiens en laisse montre significativement plus d'interactions négatives que le groupe des chiens en liberté, on pourra alors attribuer cet effet à la présence de la laisse, et non pas à une différence initiale entre les chiens. La randomisation permet donc de neutraliser ce que l'on nomme dans le jargon scientifique les biais de sélection, et rend les résultats beaucoup plus fiables. Malheureusement, c'est ici qu'échoue l'étude de Guy et Ali de 2001. Lorsque nous avons parlé de la taille de l'échantillon, je t'avais dit qu'on reparlerait des études de Blackwell et Eby de 2004. C'est comme celles de Guy, elles ne sont pas randomisées. Les 3 études citées par les 4 organismes de formation d'éducateurs canins, dont les échantillons sont soit très proches, soit supérieurs à 385, offrent des conclusions qui peuvent donc être remises en question. Attention, contrairement à ce qui est affirmé dans leur communiqué, l'étude de Schilder et van der Borg de 2004 n'est pas une étude randomisée comme annoncé. Dans cette étude, les groupes n'ont pas été formés par tirage au sort, mais ils ont été formés en fonction des habitudes passées. C'est donc un abus de langage qui peut induire tout le monde en erreur. Ce n'est pas terrible, même dans un document animé de bonnes intentions. Le type d'étude. Quand les scientifiques étudient les chiens, plutôt que de les enfermer dans un laboratoire, ils préfèrent largement les observer chez eux. Pour 2 raisons simples. La première concerne le bien-être animal. Les chiens sont des êtres sensibles et les soumettre à des conditions artificielles peut non seulement fausser les résultats, mais surtout générer du stress inutilement. La seconde raison est financière. On ne va pas se mentir. Avoir des chiens en labo, ça coûte cher. Il faut les nourrir, les loger, les surveiller, alors quand les étudiants dans leur vie quotidienne, on obtient des données beaucoup moins chères. Du coup, de nos jours, presque la totalité des études sont soit déclaratives, soit observationnelles. Qu'est-ce qu'une étude déclarative? Imagine une étude sur les chiens, mais sans chien en face. Ce type d'étude est basé sur des questionnaires envoyés aux propriétaires, par mail, par courrier, bref, à distance. On ne mesure rien directement, on récolte juste ce que les propriétaires nous en disent. Et là, le cerveau humain fait des siennes. Tu l'as sûrement vécu, tu ouvres un questionnaire, tu te dis facile, puis chaque question devient un casse-tête. Tu hésites, tu tournes et retournes la réponse dans ta tête, et après 10 minutes de doute, tu coches au pif pour passer à la question suivante. Il existe également d'autres possibilités d'erreur, comme par exemple le propriétaire qui adore son chien et qui risque de minimiser les soucis pour ne pas accuser son trésor, ou peut-être pour ne pas devoir assumer ses propres erreurs. Le propriétaire qui peut être d'un naturel anxieux ou stressé, qui aura tendance, sans s'en rendre compte, à exagérer certains comportements. Le propriétaire peut également avoir peur d'être jugé sur sa façon de faire. Et peut-être le point le plus important, les scientifiques ont tendance à oublier que le propriétaire n'est pas un spécialiste du langage canin. Il interprète les signaux de son chien à sa façon. Il répondra aux enquêtes en conséquence. Alors oui, ce genre d'étude peut facilement impressionner par le nombre important de chiens analysés, comme dans l'étude de Guy et Ali de 2001, avec 3226 chiens. Mais elles sont scientifiquement fragiles. Pour le mesurer, il suffit de s'intéresser aux 2 enquêtes déclaratives conduites par le CNRBEA. À une simple question posée à 359 professionnels de l'éducation canine. Citer les 5 principales races de chiens qu'ils ont pris en charge ces 5 dernières années. Ils ont répondu ceci. J'attire ton attention tout de suite sur le nombre de chiens croisés. En parallèle, une question posée à 332 particuliers, quelle est la race du chien que vous avez emmené chez un professionnel de l'éducation? Ils ont répondu cela. Les croisés sont la réponse la plus citée par les particuliers, alors qu'ils sont 9e d'après les professionnels interrogés. On peut légitimement se demander si ce sont vraiment des pros qui ont répondu, parce que je suppose que les maîtres connaissent au moins la race de leur chien. Ça te montre déjà que même en interrogeant au total 691 personnes, il peut y avoir des disparités incroyables dans les résultats. Sur une question pourtant extrêmement simple, on ne parle pas d'interpréter des sentiments ou des ressentis de son chien, on parle juste de sa race. En continuant la lecture de ce rapport public, dans un paragraphe, tu t'aperçois également
que le CNRBEA a considéré que les bénévoles étaient des professionnels. C'est très inquiétant tout de même. Des études observationnelles. Alors, observer, c'est bien, mais attention aux lunettes qu'on porte. Quand on mène une étude observationnelle, on regarde ce qui se passe sans intervenir. C'est comme être planqué derrière un buisson à espionner les chiens dans leur quotidien. Est-ce que c'est pratique? Oui. Est-ce que c'est fiable? Souvent. Mais attention, ce type d'étude traîne aussi des casseroles méthodologiques. La première, c'est ce que l'on appelle la perception guidée. Imagine qu'on te montre deux photos quasi identiques. Et on te dit, il y a cette différence. Tu vas les chercher. Et même s'il n'y en a que 5, il est possible que ton cerveau invente les 2 dernières juste pour répondre à la consigne. C'est l'effet Pygmalion. On voit ce que l'on s'attend à voir. Maintenant, un scientifique regarde la vidéo d'un chien filmé dans un parc. Il porte un collier étrangleur. Le scientifique risque, sans le vouloir, de percevoir plus de signes de stress, plus de signes d'inconfort, plus de comportements interprétés comme de la soumission. Le cerveau du scientifique peut remplir une bonne partie des cases avant même que le chien ne bouge. Et pourtant, le chien ne fait que renifler une marguerite. Cela ne signifie pas que le scientifique est malhonnête, mais que son interprétation peut être influencée par ses attentes. Dans la plupart des études scientifiques, il n'est que très rarement indiqué si des mesures ont été prises pour éviter cela. Les études observationnelles regardent seulement ce qui se passe sans pouvoir prouver qui influence qui. Elles montrent des corrélations, mais pas des causalités. Encore moins si elles ne sont pas randomisées. Imagine que tu regardes de loin un cours d'éducation collectif et tu observes que les chiens qui y participent sont plus obéissants. Tu te dis génial, les cours collectifs rendent les chiens sages. Je vais m'y inscrire tout de suite. C'est une possibilité, mais il y en a d'autres. Il est tout à fait possible qu'il y ait dans ce groupe ceux qui ont un chien naturellement plus obéissant, plus à l'écoute, ou qui ont tout simplement plus d'expérience que toi. Peut-être même qu'ils ont un peu plus de temps disponible dans la semaine à consacrer à son éducation, et qu'ils souhaitent faire des choses plus difficiles. Il est possible qu'il y ait aussi ceux qui choisissent de s'inscrire dans ce groupe parce qu'ils ont déjà les bases. Dans ce genre d'études par observation, il est facile de confondre corrélation et causalité. Conclure directement que les cours collectifs rendent les chiens sages, cela reviendrait à te dire, à chaque fois que tu manges une glace, il fait chaud. C'est sûr, pour autant, ce n'est pas la glace qui fait venir le soleil. La reproduction. Ce n'est pas parce qu'une étude affirme quelque chose que c'est gravé dans le marbre. La vraie science, c'est celle qui tient debout quand on s'appuie dessus plusieurs fois. Pour commencer à parler de robustesse d'une étude, il faut refaire 2 ou 3 fois l'expérience et constater que cela amène aux mêmes conclusions. Sans cela, l'étude reste un cas isolé, certes intéressant, mais pas fiable. C'est un peu comme une recette de cuisine qui te promet monts et merveilles, mais qui, une fois réalisée, te ramène à la réalité. Une seule étude, parmi les 23 citées, celle de Schalk et Ali de 2007, basée sur 14 chiens, donc un échantillon extrêmement faible, n'a été reproduite qu'une seule fois. Non seulement l'échantillon était encore trop petit, mais en plus il était composé de 12 chiens de la même race. Ce qui, tu l'as déjà vu, peut clairement compromettre les résultats. En conclusion, cet arrêté du 19 juin 2025 repose sur des études, disons-le franchement, pas très solides. Le CNRBEA lui-même reconnaît que la littérature scientifique est lacunaire et qu'aucune étude ne couvre l'ensemble des méthodes ou des outils visés par cette interdiction, et qu'aucune conclusion ne peut être apportée. En clair, on ne sait pas vraiment, et pourtant on interdit. Même l'INRA, dans ses propres recommandations, appelle à la prudence quant à l'utilisation des données incertaines ou incomplètes dans le débat public. Ce renversement, ce n'est pas juste une nouvelle mode, c'est une remise en cause directe des principes du conditionnement opérant, ceux que Skinner, une référence mondiale en psychologie, a posés il y a des décennies. Oui, protéger les chiens est essentiel, et dans le doute, le principe de précaution peut être utile. Mais attention, la précaution ne doit jamais devenir un prétexte, surtout pour priver de liberté d'agir. Parce qu'interdire sans preuve solide, sans débat, sans nuance,
ce n'est pas de la protection, c'est de l'arbitraire. Derrière chaque méthode qu'on interdit, il y a des éducateurs et des maîtres engagés, avec des résultats concrets. La liberté d'agir, de transmettre, mérite mieux que des décisions bâclées. Une société juste, c'est celle qui protège les plus vulnérables, les animaux comme les humains, mais qui le fait avec rigueur, avec respect et surtout avec des preuves. Au vu des éléments que je t'ai expliqués, d'après toi, pourquoi cet arrêté a-t-il été pris? Par conviction scientifique, par souci de protection ou simplement pour servir une idéologie? N'hésite pas à nous faire part de ton ressenti en commentaire et à t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos.